Bonjour, donc, je m'appelle Jeanne Amiel, je suis généticienne clinicienne à l'hôpital Necker-Enfants Malades et je vais résumer ce qu'on offre aujourd'hui comme bilan génétique devant la découverte en anténatale d'une fente palatine postérieure ou d'une séquence de Pierre Robin. Donc, il y a trois types de difficultés. C'est que jusqu'à il y a très peu de temps, la recherche d'une fente palatine postérieure ne fait pas partie du cahier des charges de l'échographiste, mais le profil à 12 semaines est une avancée nette pour le dépistage précoce de cette malformation. Mais ça reste, on estime qu'aujourd'hui, environ la moitié seulement des cas de fente palatine postérieure sont diagnostiqués en anténatal. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est d'évaluer le pronostic fonctionnel, c'est-à-dire comment le bébé va se débrouiller seul pour respirer et pour déglutir. Et comme vous l'avez vu précédemment, il n'y a aujourd'hui pas de bons critères anatomiques pour évaluer cela. Et enfin, la troisième question, c'est est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui pourraient être associés à cette fente palatine postérieure, en particulier quid du développement intellectuel de ce bébé. Donc en postnatal, devant une malformation, le généticien clinicien il va s'attacher à essayer de définir trois groupes. Un groupe qui est isolé, et dans le cas du Pierre Robin, c'est environ 50% des cas. Un groupe qui est syndromique, c'est-à-dire qu'on a identifié une cause génétique ou interatogène, et dans le Pierre Robin, c'est environ 35% des cas. Et un groupe qui est dit associé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une malformation, mais on n'a pas de diagnostic précis. Et dans le cas du Pierre Robin, c'est environ 17% des cas. Alors, dans le cas du Pierre Robin, en postnatal ou en prénatal, la première chose à rechercher de façon systématique, c'est un tératogène, en particulier une prise d'alcool par la maman pendant le premier trimestre de la grossesse ou une prise de dépakine pour une épilepsie chez la maman, puisque vous voyez qu'il y a un risque relatif de fente palatine postérieure qui est clairement augmenté s'il y a prise de l'un ou l'autre des tératogènes et que dans ce cadre, on sera dans un groupe associé et il y aura un point d'interrogation sur l'avenir intellectuel de ces bébés. Ensuite, il y a des anomalies chromosomiques qui peuvent en anténatal ne se présenter que comme une fente palatine postérieure ou une séquence de Pierre Robin. La plus fréquente, c'est la délétion 22q11.2, aussi connue comme syndrome vélo-cardio-facial ou syndrome de Dijorge. Et ceci explique qu'on va systématiquement proposer à la femme enceinte une amniosynthèse ou une biopsie trophoblaste pour faire un examen chromosomique fin, qui est la CGH-Array, afin d'éliminer un déséquilibre génomique. Et puis, on sait en postnatal qu'il y a des formes monogéniques de Pierre Robin qui s'associent à une déficience intellectuelle de sévérité variable et qui en anténatal ne peuvent se présenter que comme une fente palatine postérieure ou une séquence de Pierre Robin isolée. Et là, je vous ai listé ces syndromes les plus fréquents. Et donc, on estime que le risque de déficience intellectuelle dans une séquence de Pierre Robin isolée ou associée est de l'ordre de 10%. Donc c'est un risque qui est non négligeable et c'est évidemment ce risque qu'on va tenter de mieux préciser pendant la grossesse. Donc qu'est-ce qu'on propose? On propose l'échographie morphologique de référence puis l'IRM fœtal. On propose la consultation de génétique, on va rechercher des antécédents familiaux. On va rechercher systématiquement une exposition à des tératogènes. On va faire un examen clinique des parents pour rechercher des petits signes qui pourraient nous orienter et on va s'appuyer sur l'expertise de collègues en chirurgie maxillofaciale et en pédiatrie néonatologie. Donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire anténatale. Comme examen, on propose la CGH-Array, donc l'examen chromosomique fin, et plus récemment, maintenant, on va proposer un séquençage d'exomes ou de génome en trio pour tenter de dépister ces fameuses formes monogéniques qui nous permettront d'évaluer de façon moins incertaine le pronostic intellectuel. Et enfin, bien sûr, on propose à la mère d'accoucher dans une maternité de niveau 3.
Donc on s'appuie sur notre expérience en postnatal. Notre expérience en postnatal de séquençage haut débit, je vous l'ai reprise sur 6 ans d'un panel de gènes connus comme pouvant être responsables d'une fente palatine postérieure, isolée ou associée à d'autres signes. Ce panel, il comprend environ 60 gènes et notre rendement diagnostique, il est faible, il est de l'ordre de 20%. Il comprend bien sûr des gènes différents et il est surtout dans les formes syndromiques, très peu dans les formes isolées, puisque ce rendement diagnostique il tombe à 5%. Mais donc, en anténatal, un séquençage d'exomes négatifs va nous permettre de baisser le risque de déficience intellectuelle associée. Donc, il y a un intérêt à un diagnostic positif, mais aussi à un diagnostic négatif dans l'évaluation globale du pronostic. Alors, en anténatal, notre expérience, elle est beaucoup plus petite, puisqu'on fait de l'exome en trio depuis peu de temps. À Necker, c'est depuis maintenant presque 3 ans. Et vous voyez que sur 139 exomes en trio, en fait, seulement 5 étaient pour fente palatine postérieure ou séquence de Pierre-Robin. Ça nous a permis de poser un diagnostic dans 3 cas sur 5, diagnostic qui grévait le pronostic intellectuel, 2 cas de syndrome de Kabuki, 1 cas de syndrome de Hardikar, et enfin dans 2 cas, cet exome était négatif, c'est-à-dire qu'on n'identifiait pas de cause monogénique, et ça nous permettait de donner un pronostic moins réservé sur le risque de déficience intellectuelle. Voilà, j'espère avoir à peu près brossé ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans la prise en charge anténatale d'une séquence de Pierre-Robin. Oui, une question de quelqu'un qui n'est pas du tout généticien. Est-ce qu'on fait systématiquement un prélèvement aux 2 parents? Alors, pour le séquençage d'exomes, oui, on va le faire en trio parce que c'est une aide majeure pour l'interprétation des variants, puisqu'on va pouvoir savoir si ce variant d'intérêt est hérité ou de novo. Et donc, pour l'interprétation des variants, c'est très important d'avoir les parents. Donc, l'exome en anténatal est toujours proposé en trio. Deuxième question, est-ce que le fait que le nourrisson ou le bébé à naître ait une fratrie plus âgée, ça vous aide pour orienter le diagnostic ou pas du tout? Alors, ça nous aiderait s'il y a un apparenté qui a une séquence de Pierre-Robin, que ce soit dans la fratrie ou que ce soit chez un des parents. Parce qu'à ce moment-là, l'absence de déficience intellectuelle et d'association d'autres malformations est un élément de très bon pronostic. Donc, on va le rechercher systématiquement. Mais maintenant, une grande fratrie de frères et sœurs sans séquence de Pierre-Robin ne nous permet pas d'être rassurant puisque ça ne nous met pas à l'abri des variations de novo, qu'elles soient chromosomiques ou nucléotidiques. Donc du coup, je voulais aborder la question, comment vous parlez aux parents justement de cette possibilité de séquences associées, possiblement de déficience intellectuelle dans certains cas? Comment vous leur parlez de cette question à ce moment-là de la grossesse, qui est quand même un moment assez délicat, et sur les issues possibles finalement de la pathologie de l'enfant? Alors c'est une question qui vient assez vite dans la consultation de la part des parents, c'est est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait d'autres problèmes? Ils sont dans une gestion des risques et du pronostic fonctionnel. Est-ce que c'est un bébé qui va être de retour à la maison au bout de quelques jours avec des tétines molles, ou est-ce que c'est un bébé qui va passer des semaines à l'hôpital avec une prise en charge médicale beaucoup plus lourde? Donc ça, c'est déjà la première incertitude à gérer. Et ensuite, on explique que l'échographie, c'est un examen anatomique et qu'un cerveau d'anatomie normale ne nous permet pas d'assurer que le développement cérébral est normal. Et que donc, on va essayer d'avoir d'autres éléments pour apprécier s'il y a un risque d'anomalie du développement cérébral et du fonctionnement cérébral ou pas.
Oui, vous avez parlé des accouchements au niveau 3. Effectivement, le problème, c'est la corrélation entre la morphologie et la gravité initiale. Est-ce qu'elle est basée uniquement sur des critères morphologiques, par exemple la rétrognathie? Il y a des critères génétiques, ou c'est les deux? Comment vous choisissez l'orientation en fait? On n'a pas de bons critères anatomiques pronostiques de la fonction. Donc, ni la taille de la fente, ni la sévérité du rétrognatisme, ni même un diagnostic génétique. Parce que, par exemple, dans le cas d'un syndrome de Stickler familial avec un parent atteint et un frère ou une sœur atteint, on peut avoir des Pierre Robin de grade 1, 2 ou 3. Donc, même un diagnostic génétique ne nous permet pas d'évaluer le pronostic fonctionnel. Donc ça, il faut que ça soit clair pour les parents parce que c'est une réassurance dans le cadre du diagnostic du syndrome de Stickler sur le développement intellectuel. On peut les rassurer totalement qu'on n'a pas d'inquiétude sur le développement cérébral, mais par contre, on ne peut pas leur dire de quel grade sera la séquence de Pierre Robin. Merci beaucoup, Jeanne. Est-ce que ce que tu proposes ici est proposé partout en France, ou du moins dans les CHU qui ont accès aux techniques utilisées ici, c'est-à-dire dans tous les grands CHU? Alors, tous les CPDPN se sont réunis pour discuter des meilleures indications du séquençage d'exome, parce que quand on l'a mis en place, il y a une limitation. Il faut qu'on trouve les prioritaires, les meilleures indications. Donc ici, à Necker, on a tout de suite considéré que le Pierre Robin était prioritaire. C'était une bonne indication. Parce que le conseil génétique est très difficile et donc c'est une vraie aide à évaluer le risque de déficience intellectuelle, et puis parce qu'on en voit beaucoup, parce que ça fait partie de nos recrutements. Donc ça peut varier d'un CPDPN à l'autre, mais on est en train d'essayer d'homogénéiser ces pratiques parce qu'il y a des groupes de travail qui représentent l'ensemble des CPDPN sur le territoire, qui essayent justement de se mettre d'accord sur quelles sont les bonnes indications, en sachant qu'elles vont s'élargir, ces indications, parce qu'on va avoir plus facilement accès au séquençage d'exome, voire de génome en anténatal.